Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence Créer et recréer les liens sur les territoires. Donc on est ensemble pour 1h30 avec 5 intervenants. Un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur ces rencontres capitales. C'est un événement organisé par le groupe AEF Info, groupe spécialisé dans les grands champs économiques et sociaux, notamment toutes les thématiques sociales, RH, emploi, formation, protection sociale, les thématiques d'enseignement, éducation, recherche, habitat, urbanisme, sécurité ou encore développement durable. 5 intervenants autour de la table et je vais leur proposer à tour de rôle de se présenter et de présenter leur groupe, leur organisme. On va commencer avec vous, Thierry Mallet. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, Transdev, en quelques mots, c'est 105 000 collaboratrices et collaborateurs de par le monde, dans 19 pays, qui accompagnent tous les jours 13 millions de passagers, qu'il s'agisse de trams, de métro, de trains, de bus, de ferries, même de téléphériques. Et bientôt, d'ailleurs, en Ile-de-France, des téléphériques. C'est effectivement une raison d'être qui est permettre à tout le monde de se déplacer, à chacun de se déplacer grâce à des solutions au service du bien commun. C'est comme actionnaire la Caisse des dépôts. C'est un élément important d'ancrage territorial. C'est une société très internationale puisque la France représente un peu moins de 30% de l'activité. Donc on est présent dans plein de territoires différents. Avec quel effectif France international? La France fait à peu près 30 000 collaborateurs sur les 105 000 collaborateurs du groupe. Avec une proportion très forte de conducteurs. Alors oui, alors les conducteurs, c'est plus de 70%. Si vous rajoutez les conducteurs et les mécaniciens et les équipes de terrain, on est quasiment à 85% de l'effectif du groupe. Voilà. Alors vous parliez de la Banque des Territoires, Antoine Saint-Oyan. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Antoine Saint-Oyan, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint du groupe Caisse des dépôts. Peut-être d'abord le groupe Caisse des dépôts, c'est un groupe public d'intérêt général qui poursuit 3 grands objectifs: la cohésion sociale et territoriale, la souveraineté économique et la transition écologique. Il est composé d'un établissement public et puis de plusieurs filiales et participations, notamment Transdev, effectivement, mais également La Poste, BPI France, RTE, Suez. Voilà, une trentaine de participations qui contribuent avec l'établissement public à ces 3 grands objectifs. Et au sein de l'établissement public, on a la Banque des Territoires, qui est vraiment le bras armé de ce groupe dans les territoires, au service des territoires, avec 2000 personnes, 37 implantations territoriales, et qui intervient en financement, en conseil, en ingénierie, en investissement auprès de l'ensemble des territoires. On aura l'occasion tout à l'heure de voir de quelle manière vous intervenez et quel type de projet vous soutenez. 3e intervenante, Fabienne Rouchy, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Fabienne Rouchy, moi je suis secrétaire confédérale à la CGT, plutôt sur les dossiers environnementaux et économiques, et conseillère au Conseil économique, social et environnemental, qui est donc la 3e Assemblée de la République, celle de la société civile organisée, qui, avec son regard proche des citoyennes et des citoyens, proche de toutes les organisations qui la composent. Nous avons les organisations syndicales, les organisations patronales, les ONG, les associations en général. Et on essaie de produire des textes le plus collectivement possible pour éclairer les politiques publiques, les évaluer, donner aux décideurs, au gouvernement et aux parlementaires un certain nombre d'éléments qui peuvent aider à prendre en compte la situation et les aspirations des Françaises et des Français. Donc, je vous ai amené le rapport annuel sur l'état de la France. Alors, c'est un peu gros, ça fait 300 pages à peu près. Il est tout frais, voilà, tout récent. Qui vient de sortir. Il a été présenté. Je l'ai présenté puisque je suis rapporteur de ce texte-là au CESE le 28 octobre et on y retrouve beaucoup d'éléments qui peuvent aider à comprendre la manière dont la société française aujourd'hui juge les politiques publiques, etc. Et beaucoup d'éléments qui vont nourrir notre débat. C'est ça. 4e intervenant, Rémi Boyer, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Donc, Annie Boyer, directeur général adjoint du groupe Clariane. Donc Clariane, c'est un métier du lien, c'est la thématique de notre table ronde, du lien quotidien avec des personnes âgées, fragiles, en dépendance ou vulnérables. Je vais citer notre mission parce que nous en sommes très fiers, c'est prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité. Et chacune d'entre nous connaît un moment de sa vie, un moment de fragilité que nous essayons de soigner. Alors c'est 63 000 collaboratrices, et en particulier chez nous, parce qu'il y a 82% de femmes et collaborateurs, dans 6 pays d'Europe, France, Allemagne, qui sont les 2 plus gros pays du groupe, qui représentent 2/3 du groupe, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique. 3 grands métiers, un métier que tout le monde connaît, qui est les maisons de retraite médicalisées, dit EHPAD en France, qui concerne des gens en perte d'autonomie partielle ou totale, donc un âge moyen 90 ans dans nos EHPAD. Hein. Les gens ne savent pas toujours ça, donc je le répète. Deuxième métier, les cliniques, un métier moins connu chez nous, mais qui est important, qui représente 25% du chiffre d'affaires. Les EHPAD, c'est 65%. Clinique non chirurgicale, donc pas de MCO, comme on dit, pas de bloc opératoire, mais tout ce qui est post-opératoire ou post-hôpital, ce qu'on appelle dans le jargon les SMR, donc les soins médicaux de réadaptation, donc réhabilitation, réadaptation dans tous les champs de spécialité de la médecine. Et enfin, un métier plus petit qui fait le reste du chiffre d'affaires, qui est une alternative à l'EHPAD et à la clinique, qui est les colocations pour seniors, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une filiale qu'on développe et qui se développe fortement, qui concerne des petites communautés de vie en milieu exclusivement rural. 8 personnes âgées qui vivent ensemble dans une colocation. Merci. Dernier intervenant de notre panel, Arnaud Muret. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Arnaud Muret, je suis directeur général d'un opérateur de compétences, celui des entreprises de proximité. En général, nous sommes peu connus. Alors déjà, entreprise de proximité, toutes les entreprises se définissent toujours dans la proximité avec leurs clients. Nous, sous ce vocable, en fait, des entreprises de proximité, vous avez des entreprises qui flattent votre estomac, c'est tout l'artisanat alimentaire. Vous avez des entreprises qui vous rendent belle et beau, c'est la coiffure, l'esthétique. Nous avons les branches, il y en a 54 au sein de l'OPCO-EP, vous avez les branches de l'habillement. On vous chausse, on vous habille, et puis on va de la vie à la mort, c'est-à-dire de l'assistante maternelle, jusqu'au funéraire. Donc, en fait, c'est des entreprises du quotidien. Si vous prenez une rue piétonne, c'est 80% de l'activité de la rue piétonne. Souvent, au bout de la rue piétonne, vous avez le taxi qui vous attend, c'est nous. Donc, en fait, notre activité, développer les compétences des salariés qui sont dans ces entreprises, 442 000 entreprises, taille moyenne une entreprise, 3 ETP, en fait. Pour nous, il n'y a que 2300 entreprises de plus de 50 salariés. Donc, nous n'avons que de la TPE. Et notre mission, c'est d'une part de financer le développement des compétences de ces salariés-là, et d'autre part, de financer, ce qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage qui s'est fortement développé ces 5-6 dernières années, puisque aujourd'hui, vous avez en France près de 900 000 apprentis, et l'OPCO-EP, c'est 200 000 personnes. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Arnaud Muret. Et d'ailleurs, Clariane a un OPCO de référence, l'OPCO Santé, et Transdev, l'OPCO Mobilité également, à l'appui des branches professionnelles. On va commencer avec vous, Fabienne Rouchy, sur ce rapport annuel sur l'état de la France 2025 que vous avez rendu fin octobre au gouvernement et au Parlement. C'est un rapport annuel qui est débattu pendant plusieurs mois, qui fait l'objet de très nombreuses auditions. Vous avez été rapporteur. Il y a un constat qui est dressé dans ce rapport et qui est tout à fait en lien avec notre sujet, créer et recréer les liens sur les territoires. Constat plutôt inquiétant en matière d'égalité des chances qui s'appuie notamment sur un baromètre, là aussi annuel, que vous réalisez avec Ipsos, et où la question des liens ou de l'absence de liens, la question de la confiance ou de la défiance, ces questions-là sont très présentes. Oui, tout à fait. Donc nous avons choisi cette année comme thème l'égalité des chances. Est-ce un mythe ou une réalité ? Dans le prolongement d'ailleurs du rapport précédent de l'année dernière qui lui traitait de démocratie et abordait en profondeur ces questions-là en interrogeant les Françaises et les Français sur le sujet. En réalité, lorsqu'on regarde les résultats du sondage Ipsos, on se rend compte que les Françaises et les Français sont extrêmement pessimistes.
Et pour 74% d'entre eux, il y a un pessimisme très fort qui est en augmentation de 8 points par rapport à l'année dernière, par rapport à leur pays, à l'avenir du pays et à leur propre avenir d'ailleurs. Puis vient aussi celui de l'avenir de la planète, le thème de l'avenir de la planète qui les inquiète beaucoup. Des inégalités qui ont été examinées, puisqu'on a des indicateurs que l'on suit d'année en année pour bien connaître leur évolution. Donc, nous avons ciblé les inégalités de genre, les inégalités de patrimoine, les inégalités face à l'emploi, d'accès à l'emploi, les inégalités face au dérèglement climatique également. Nous nous rendons compte que ces inégalités ne cessent de croître, qu'elles se cumulent et que donc, forcément, ça a un vrai impact sur les préoccupations des Françaises et des Français, dont la première est la santé, leur santé et celle de leurs proches. Donc là, on retrouve toutes les problématiques de nécessité de liens dans les territoires, difficulté à trouver un praticien au moment opportun, difficulté à aussi aller à l'hôpital, puisque les problématiques que vit l'hôpital aujourd'hui, avec des morts dans les urgences, on voit bien que ça pose question à nos concitoyennes et à nos concitoyens. La deuxième préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Nous avons un Français sur deux qui nous dit qu'avec son pouvoir d'achat, il ne peut que faire face à ses besoins essentiels. 1 sur 4 qui nous dit qu'il n'y parvient pas. Ensuite viennent les préoccupations concernant la politique, l'instabilité politique, la situation politique, la situation économique, la situation géopolitique, derrière l'environnement et encore plus loin derrière l'immigration. Donc c'est quand même utile d'avoir ces éléments-là pour bien comprendre l'état d'esprit de nos concitoyennes et concitoyens. Ouais, vous mettez l'accent sur un certain nombre de fractures territoriales. J'aimerais que vous preniez quelques exemples de ces fractures avec cette notion de cumul, en quelque sorte, qui rejoint un peu l'approche d'intersectionnalité qu'on adopte depuis maintenant une dizaine d'années. Oui, on a un certain nombre de territoires qui cumulent les handicaps, entre guillemets, ou les difficultés. Quand on regarde les territoires qui ont été fortement désindustrialisés, la désindustrialisation, c'est pour un emploi, c'est la BPI qui le dit, pour un emploi supprimé, 4,5 emplois menacés. Bon, selon les périmètres que l'on prend en compte, ça peut être beaucoup plus que ça. Donc des emplois qui disparaissent, qui sont des emplois de qualité, des emplois stables dans l'industrie, derrière des emplois dans les services qui disparaissent, et puis les services publics de proximité qui sont également très très dégradés. Donc ces personnes-là, dans ces territoires-là, on a une population qui se sent vraiment abandonnée, qui a des difficultés d'accès à l'emploi, qui a des difficultés de mobilité. C'est très difficile de quitter... De vendre sa maison dans certains territoires parce qu'elle ne vaut plus grand-chose. C'est très difficile de déménager. C'est difficile aussi de se former, puisque les collectivités, par exemple, qui pour certaines d'entre elles financent des formations, pour beaucoup d'entre elles, se retrouvent aussi avec moins de financement possible. Des reconversions complexes. On ne se reconvertit pas facilement quand on est un ouvrier. On a des statistiques aussi qui le montrent. Donc un sentiment d'abandon et une fracture territoriale qui se creuse. Antoine Saint-Oyen, on le voit, les besoins territoriaux sont immenses. Et en même temps, c'est un constat qui peut paraître un peu paradoxal. Il y a énormément de dynamisme sur les territoires. Il y a beaucoup de projets. C'est très hétérogène d'un territoire à l'autre. De quelle manière vous, au niveau de la Banque des territoires, accompagnez-vous ces projets-là avec vos deux grandes priorités que sont la cohésion sociale et la transition écologique et énergétique dont on a commencé à parler? Comment se font les arbitrages entre les projets dès lors que vous repérez un certain nombre de priorités, que vous lancez des appels à projets? Alors effectivement, vous faites bien de souligner qu'il y a encore un très grand dynamisme dans les territoires. Moi, je suis frappé par le nombre de projets qui émergent dans les territoires et dans tout type de collectivités locales. La Banque des territoires peut être préciser le fait que c'est une banque vraiment très particulière, c'est une banque d'intérêt général qui poursuit des projets d'intérêt général avec une rentabilité également, qui est une rentabilité d'intérêt général et de la péréquation permanente entre des projets qui sont effectivement assez rentables et qui permettent de générer des revenus qui vont servir à financer des projets moins rentables. C'est comme ça que
on arrive à financer tout type de projet, y compris des projets dont le niveau de rentabilité est nettement plus faible. Ça, c'est notre première caractéristique. La deuxième, c'est que c'est celle de nos clients. Nos clients, ce sont les organismes de logement social, ce sont les entreprises publiques locales et surtout, ce sont les collectivités locales et tout type de collectivités locales. Et on a de manière volontariste le souhait d'accompagner en priorité les collectivités qui sont dans des situations plus difficiles. Des petites collectivités, des collectivités qui sont frappées par des difficultés sociales fortes, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans la ruralité, dans des territoires confrontés au changement climatique, plus particulièrement, par exemple, les territoires de montagne. Donc ça, c'est aussi une de nos spécificités. Une précision sur les modalités d'appui financier qui sont les vôtres aujourd'hui. Quelles sont-elles? La Banque des Territoires est plutôt récente. Il y a eu une montée en puissance assez importante. Ça représente quoi en volume aujourd'hui? Alors, je vais répondre à votre question, puis ensuite je donnerai un certain nombre d'exemples pour vraiment qu'on puisse bien mesurer concrètement ce qu'on fait. Nos leviers d'action, en gros, il y en a 3 principaux. Il y a le financement en prêt. Et ça, ce financement en prêt, il s'appuie, c'est important de le souligner, sur l'épargne des Français, sur le livret A. La Banque des Territoires utilise les ressources des dépôts de l'épargne réglementée, livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, utilise cette ressource pour prêter sur des projets d'intérêt général. Ça représente, en 2024, c'était 28,5 milliards d'euros de prêts qui ont été financés, qui ont été apportés. Et là, en 2025, là vous soulignez la dynamique territoriale, elle est extrêmement forte. On va probablement être nettement au-dessus de 30 milliards d'euros de prêts qui vont être apportés dans des conditions très attractives pour les collectivités, sur des maturités qui sont très longues. On est vraiment un partenaire de long terme, puisqu'on va à 25 ans, 30 ans, 40 ans et même parfois jusqu'à 60 ans pour financer des projets locaux. 1, c'est le prêt. 2, c'est l'investissement. On co-investit avec des collectivités ou avec des acteurs privés dans un certain nombre de projets territoriaux. Ça représente 1,5 milliard d'euros d'investissement par an. Et 3, c'est le conseil et l'ingénierie. Donc là, on intervient en subvention, en fait, sur nos fonds propres, à hauteur d'une centaine de millions d'euros par an. Ça, c'est nos 3 outils d'intervention. Ces outils, on les mobilise pourquoi? Vous mentionniez à la fois nos grandes priorités. Effectivement, nos grandes priorités, c'est d'abord la transformation écologique. Sur la transformation écologique, rénovation des écoles. Rénovation des écoles, on a un grand programme de rénovation d'écoles. Notre objectif, c'est d'avoir rénové pour faire de l'efficacité énergétique 10 000 écoles à horizon 2028. On a déjà fait plus de 5 500 écoles. Là, cette semaine, on était présents, nombreux d'entre nous, au Salon des maires. Donc, on a pu consacrer un certain nombre de projets, par exemple à Chaumont, en Haute-Marne, un territoire qui est dans une situation de baisse démographique importante et qui est donc une situation compliquée. On a accompagné une rénovation d'école importante, l'école Joséphine Becker. Madame la maire était présente également et on a fait ça dans 5500 cas déjà d'accompagnement de rénovation d'école. Toujours sur la transformation écologique, on accompagne largement la rénovation de tout ce qui est réseau d'eau. On soutient des collectivités. L'eau, c'est un problème majeur, notamment dans les périodes à la fois de sécheresse, mais également de maîtrise des cas d'inondation. Et là, on accompagne tout type de collectivités. On a accompagné la collectivité de Nice en prêt pour plus de 500 millions d'euros pour une grande station qui permettait de faire du recyclage d'eau usée, réutilisation d'eau usée pour nettoyer les voiries, etc., et puis produire de la chaleur, etc. Donc un très grand projet. Et en même temps, on fait des toutes petites collectivités. Au Salon des maires, on a conclu avec la communauté de communes de Champagnole dans le Jura un prêt de 2 millions d'euros pour l'assainissement de tout son réseau. Ça paraît peu, 2 millions, mais pour cette collectivité de communes, c'était son principal projet. On fait souvent le reproche aux opérateurs nationaux d'être descendants, verticaux, pas forcément adaptés aux enjeux territoriaux, ce qui peut d'ailleurs déresponsabiliser les acteurs locaux et réduire leur engagement et leur implication dans les projets. De quelle manière, quelles sont les démarches, quels sont les leviers dont vous disposez pour garantir des réponses adaptées et pas forcément partir d'une réponse nationale ou d'une méthodologie, d'une démarche nationale pour répondre à des enjeux territoriaux? L'une de nos grandes valeurs à la Banque des Territoires, c'est la proximité. Et c'est la force de notre réseau territorial, avec des directions régionales, 37 implantations géographiques,
et une délégation très forte à ce niveau-là. 95% des décisions de prêt que j'ai évoquées sont prises au niveau territorial, ne remontent pas au niveau du siège. Ça, c'est absolument majeur. C'est un niveau de délégation qui est extrêmement fort et qui permet de nouer un dialogue vraiment de confiance entre nos équipes régionales et les élus. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le fait qu'on intervient dans le cadre de programmes qui se nourrissent des besoins des territoires et qui permettent de définir une action au niveau national et de la décliner territorialement sur la base des besoins locaux. On l'a fait, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est sur Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est le programme en soutien des villes de taille moyenne, dans le cadre duquel on a un cadre national, mais ensuite une déclinaison territoriale, dans le cadre duquel on a pu accompagner énormément de collectivités sur le logement. On est un acteur évidemment très, très important dans le domaine du logement, reconversion d'un certain nombre de bâtiments en logement dans ces villes de taille moyenne. Sur le commerce, où là on est extrêmement actif en termes de redynamisation commerciale. Vous parliez des entreprises de proximité, c'est intéressant parce on est vraiment dans une volonté de pouvoir accompagner la remise en activité d'un certain nombre de rues, de quartiers dans des villes qui aujourd'hui sont confrontées à des situations de déprise et de vacances élevées. Et donc ça, c'est vraiment une action qui se fait au niveau territorial, totalement au niveau territorial. Et en matière de la deuxième chose, j'évoquais les territoires de montagne. De la même manière, au niveau des territoires de montagne, on a eu une analyse à la fois au niveau national et puis ensuite au niveau territorial avec chaque massif, avec chaque collectivité, pour voir les besoins spécifiques de chaque territoire. Les besoins du département ou du massif des Pyrénées sont totalement différents de ceux des Vosges ou des grandes stations des Alpes. Et donc, voilà, on a cette approche qui est vraiment totalement territorialisée. Merci Thierry Mallet. Les liens sur les territoires passent beaucoup par les mobilités. Mobilité pour tous, pour toutes. Or, quand on examine aujourd'hui la cartographie des transports en commun, de ce qui est aujourd'hui déjà couvert, les besoins ne sont que très partiellement couverts. Exercice que vous avez fait et qui vous amène aujourd'hui à appeler un choc d'offres. Expliquez-nous. Alors, quand on parle de transport public aujourd'hui, ou quand on parle de transport en général, on pense beaucoup décarbonation, puisqu'on sait que c'est un secteur qui est extrêmement émetteur. Aujourd'hui, c'est près de 30% des émissions, et c'est un secteur qui ne se décarbone pas. C'est-à-dire que le niveau d'émissions du transport reste à peu près stable, et a plutôt d'ailleurs tendance à progresser par rapport à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on a un débat qui porte effectivement sur l'enjeu de décarbonation. Or, l'enjeu de la mobilité et l'enjeu du transport public en général, ce n'est pas un enjeu de décarbonation. Si effectivement on fait du transport public, on va décarboner. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est un enjeu de cohésion sociale et territoriale. C'était d'ailleurs un enjeu qui était sorti très très clairement des assises de la mobilité qui avaient été lancées à l'époque par Elisabeth Borne, ministre des Transports. Et les chiffres n'ont malheureusement pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque un quart des Français qui étaient amenés à refuser un emploi faute de pouvoir se rendre sur place, d'avoir un moyen pratique pour se rendre au travail de manière quotidienne. Et donc, le chiffre reste le même. Et il y a d'ailleurs récemment un chiffre qui a été publié par WeMove qui montre qu'aujourd'hui, à peu près 15 millions de Français sont en précarité mobilité, donc n'ont pas la capacité de se déplacer de manière très très facile. C'est des enjeux de formation, puisqu'on ne se déplace pas pour se déplacer, on se déplace pour travailler, on se déplace pour étudier, pour se soigner, pour aller voir des amis. Et quand on regarde les kilomètres, parce que c'est important de réfléchir en kilomètres parcourus, 60% des kilomètres parcourus quotidiennement par les Français, c'est le travail et aller étudier. Donc 40%, ça va être le loisir et d'autres activités ou même se soigner. Donc la majorité des kilomètres, c'est vraiment lié au trajet domicile-travail, au bassin de vie, c'est-à-dire où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille. Et donc effectivement, on constate en France qu'il y a un vrai problème et on a donc mené une étude, Géonexio, afin de mieux comprendre où sont les enjeux de mobilité, comment fonctionne la France, et qu'est-ce qu'on peut faire demain. Donc on est parti des données d'Orange, on va vous montrer une carte. Oui. Voilà, on est parti des données d'Orange, et à partir des données d'Orange, et on a travaillé avec le professeur Jacques Lévy, on a travaillé avec l'Institut Gustave Eiffel, pour essayer de bien comprendre comment on part de ces données. Donc on sait où est-ce que les téléphones passent la nuit, on sait où est-ce qu'ils sont dans la journée, où est-ce qu'on sait où ils sont le week-end, et ça nous permet d'avoir une vision dynamique. Ce que je vous propose, c'est une vision un peu figée, parce que c'est un jour de
un jour de novembre, c'est les déplacements sur un jour de novembre. Et donc on a effectivement, on a aussi la même carte avec les déplacements longue distance, mais on les a supprimés pour regarder vraiment les enjeux de mobilité du quotidien. Et donc on a une cartographie de la France qui nous permet de constater un certain nombre de choses. La première, c'est la taille des bassins de vie, c'est-à-dire l'endroit où est-ce qu'on travaille et l'endroit où on habite. Et on s'aperçoit que cette distance, elle a plutôt tendance d'augmenter, avec effectivement un certain nombre de métropoles qui sont très très attractives. On voit d'ailleurs au passage la diagonale du vide, où il n'y a pas grand monde qui se déplace dans la zone centrale, mais on voit bien effectivement, si je prends la côte par exemple, la côte atlantique, vous voyez bien le Bordeaux, et on voit bien que Bordeaux, c'est pas la métropole de Bordeaux, c'est la Gironde. On voit bien la complexité du système autour de Nantes, Saint-Nazaire, Niort, et on voit bien, ça c'est la réalité des déplacements quotidiens des Français, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de kilomètres. Les bassins de vie sont beaucoup plus grands que les entités administratives, et très souvent la mobilité, elle n'est conçue qu'au niveau de l'entité administrative, de la métropole, et pas au niveau du bassin de vie. Aujourd'hui, il n'existe pas d'organisation de bassin de vie, sauf quelques exemples en France qu'on pourra citer tout à l'heure. Je connais quelques communes où effectivement l'agglomération est à la taille du bassin de vie. C'est le cas de la région parisienne, mais la plupart du cas, ce n'est pas le cas. Et on revoit le chiffre qui est très important. Il faut savoir que les Français, en moyenne, le trajet domicile-travail tous les jours, aller-retour, c'est 37 km. Pour beaucoup de Français, c'est 5 à 10, et puis pour d'autres, c'est 50, 60, 70. C'est ça la réalité. Et quand on regarde les chiffres en France, il y a une autre réalité qui est très importante qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on parle de part modale en matière de déplacement, il faut parler de part kilométrique, et non pas de part modale toute simple. Sinon, si vous mélangez la part modale, aller acheter du pain, 100 mètres pour aller acheter du pain, c'est la même chose que 10 km en voiture quand vous partez de part modale. Or, ce n'est pas du tout le même impact en matière environnementale, en matière impact financier. Et donc, la part kilométrique de la voiture en France, dans les trajets du quotidien, c'est 83%. Les transports publics ne représentent que 11% des kilomètres parcourus, et c'est en grande partie la région parisienne. C'est un peu en province, et on y reviendra tout à l'heure. Et la marche représente 3%, et le vélo représentait, à l'époque de la dernière étude, qui remonte à 2019, 1%. Alors, le vélo ne sera jamais une solution, j'en profite pour faire... Parce que le vélo aux Pays-Bas, qui est la grande référence, ne fait que 8% des kilomètres. La voiture aux Pays-Bas fait 75% des kilomètres, donc elle fait moins qu'en France, mais le vélo ne fait que 8%. Deux autres visuels que vous nous proposez. Alors, je vais passer à un autre visuel qui est intéressant, c'est que si on zoome, par exemple, pour voir le quotidien des Français, on zoome sur la métropole de Bordeaux. Vous avez la métropole de Bordeaux et vous avez donc tous les habitants qui viennent de l'extérieur de la métropole tous les jours pour travailler. C'est donc en heure de pointe, entre 5h et 10h, 134 000 personnes qui viennent travailler à Bordeaux. C'est à peu près un tiers des actifs n'habitent pas la métropole, et c'est un phénomène qui est en train d'augmenter, parce que si vous regardez, 85% des emplois pendant les 10 dernières années ont été concentrés dans les grandes métropoles qu'on a vu sur la carte précédente, c'est-à-dire 7 métropoles plus la région parisienne, pour faire simple. Et quand on regarde l'offre de TER, donc l'offre de train qui existe aujourd'hui, eh bien écoutez, vous avez 14 000 places de train sur la même période pour entrer dans Bordeaux. Ça veut dire qu'il n'a comme solution que la voiture. Si vous avez une voiture, vous rentrez. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne rentrez pas. 10% des besoins, là, en l'occurrence. 10% des besoins. Alors, on l'a fait sur l'ensemble de la France. On pourrait regarder ville par ville parce qu'il y a des situations différentes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas en mesure de remplacer la voiture par un mode de transport différent. On voit bien que quand on explique à des gens qui habitent à l'extérieur, qui sont très souvent les gens du Caire, qui vont être des gens qui ont été repoussés en périphérie du fait du coût des loyers dans le centre et qui n'ont pas le moyen de se payer une voiture neuve ou une voiture électrique. Et après, on retrouve pourquoi Bordeaux était l'une des villes dans lesquelles, effectivement, les gilets jaunes étaient les plus virulents. Et il existe des solutions. Alors, on a la solution ferrée. On a aussi le car, qui est une très bonne solution, parce que dans le cas de Bordeaux, on a mis en place en 2019 une ligne de car entre Créon et Bordeaux. Créon est à 50 km de Bordeaux, c'est dans la partie est de Bordeaux. C'est une ligne qui marche de 6h à 22h le soir, qui est une ligne tous les quarts d'heure en heure de pointe, et depuis le début, on a 1000 personnes par jour sur la ligne de car, parce qu'ils ont abandonné leur voiture, parce que ça leur permet ça leur fait économiser énormément d'argent. La voiture fait partie de la solution, c'est-à-dire que comme il n'y a que 4 arrêts le long de la ligne, ils font, au lieu de faire 50 km en voiture, ils font plus que 10 km,
Parce que de toute façon, dans un monde où la voiture fait 83%, on ne va jamais l'éliminer. Toutes les études qui tentent à l'éliminer, ce n'est pas faux, mais on peut en réduire l'usage, on peut faire en sorte que les gens covoiturent, on peut faire en sorte que 10 km en périphérie, vous le faites en 10 minutes. Donc il y a des vraies améliorations potentielles à faire sur le territoire. Merci beaucoup. Quatrième focus avec vous, Rémi Boyer, dans un groupe, on l'a vu, international, un 6 pays comme Clariane. De quelle manière se joue l'ampleur et l'intensité des liens territoriaux, Clariane étant à la fois un grand groupe avec un effectif très conséquent et en même temps une multitude de PME? Oui, c'est ça. Je vais rester dans les datas pour faire suite aux cartographies montrées par Thierry Mallet. Nous, on a des métiers de l'hyper-proximité. Si je prends la France, il y a 7500 EHPAD, c'est-à-dire plus que des bureaux de poste. Et nous en avons 270. Et c'est toujours des EHPAD de proximité. C'est-à-dire que 2 tiers des Français habitent à moins de 5 km d'un EHPAD. Et je dis bien d'un EHPAD, pas d'une clinique, ce qui est un autre sujet de transport et d'accès aux soins. Mais donc ce sont des sites implantés localement partout. En Europe, nous avons 1200 sites à peu près, dans les différents pays d'Europe. Et c'est toujours des sites de l'hyper-proximité. C'est-à-dire qu'on va trouver à 3, 4, 5, 10 km un établissement de santé. Et donc c'est important de dire ça parce que nous participons avec nos métiers dans une chaîne de soins. Nous ne sommes pas seuls, nous contribuons à une mission de santé publique dans les différents pays où nous sommes implantés. By the way, nous sommes aussi financés par la finance publique, donc c'est aussi une chaîne de responsabilité commune. Et donc nous avons cette exigence de proximité et d'ancrage. Oui, et d'ailleurs, il y a plusieurs cercles un peu concentriques de communautés, communautés de personnel, de résidents, plus largement des familles, des communes, le groupe lui-même, mais c'est vraiment au niveau de l'établissement que se joue la relation. Et d'ailleurs, en termes d'image, souvent le sentiment d'appartenance ou de connaissance, c'est au niveau de l'établissement qu'il se joue, plus qu'au niveau du groupe. La réputation d'un EHPAD, elle est d'abord locale. Et dans cette table ronde, on parle du lien, de recréer des liens vers le territoire. Les gens s'identifient à leur EHPAD du coin. Et souvent, d'ailleurs, la marque, si on raisonne de marketing, la marque du site, elle est d'abord locale. C'est-à-dire que les gens connaissent Corian, Val-de-Pré ou Corian, les Perriers ou Corian, les Sans-Clochers. Et j'ai presque envie de dire, ils connaissent plus les Sans-Clochers que Corian, vous voyez, parce que c'est le site que leurs parents ont connu, qui est dans leur quartier, dans leur voisinage. C'est aussi la solution de proximité pour leurs parents. Donc c'est vrai que la marque Clariane, qui est la marque fêtière, avec les 3 marques en dessous, qui sont Corian, les EHPAD, Inicea, les cliniques, et puis AGV pour les colocations seniors, ce sont des marques qui sont l'addition de toutes les marques locales. Et Nicolas, vous disiez tout à l'heure que c'est des collections de PME, c'est vrai. Un EHPAD, c'est en moyenne 60 ETP, c'est un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions d'euros par EHPAD. Une clinique, c'est 8 à 12 millions d'euros avec un effectif de 100, 120 ETP. Donc, c'est des petites PME, en fait. Et c'est une collection de petites PME. Bien sûr, dans un réseau national et dans des exigences groupes de qualité et de valeur. Mais ça reste une entreprise locale. Il y a un certain nombre de liens qui sont de toute façon consubstantiels à l'activité, qui se créent dans les établissements. De quelle manière est-ce que, par exemple, une maison de santé médicalisée, un EHPAD, peut-il s'ouvrir plus largement vers l'extérieur? Il y a des pratiques un peu nouvelles qui commencent à se développer pour élargir au-delà de l'établissement et nouer des liens plus étroits avec l'ensemble de l'écosystème local. Quelques exemples? Oui, alors c'est vrai que le Covid a un peu changé la donne, parce qu'avant le Covid, et toutes les difficultés qu'on a connues, que vous connaissez vous toutes et tous, c'était un monde plutôt fermé, matérialisé d'ailleurs par des clôtures, des codes pour rentrer. Donc il fallait vraiment vouloir rentrer dans un EHPAD. Une clinique, c'est un peu différent parce qu'on y rentre à la journée pour un soin, un acte tarifé, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que ce sentiment de coupure et de clôture, au sens propre du mot, de nos aînés avec la société, a un peu, à la fois été exacerbé pendant le Covid parce qu'il a fallu fermer nos établissements pour protéger à la fois les soignants et les familles et les résidents de la pandémie. Mais aussi, ça a jeté l'attention, parfois un peu négative, parfois positive, sur tous ces métiers du care et nos établissements. Donc l'idée pour demain, c'est de progressivement ouvrir nos EHPAD. Les cliniques, c'est un peu différent. C'est vraiment un acte médical qu'on vient chercher et en général, on ressort le soir même ou quelques jours après. L'EHPAD, on y reste. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir progressivement ces établissements sur leur écosystème. Peut-être 3 exemples rapidement. AGV, qui est financé
d'ailleurs par la Banque des Territoires. Agivy, c'est des petites communautés locales. Et c'est une forte attente des maires des toutes petites villes, des bourgades. Rappelez-nous le concept de ces Le concept, c'est colocations. une maison en U, partout la même, 8 logements, 24-24 toute l'année, où on vit ensemble. Voilà. Et c'est des gens qui sont seuls, qui sont sans doute qui ont perdu un conjoint, ou qui sont en début de perte d'autonomie, donc ils trouvent une solution hyper locale. Il y a 200 maisons Agivy en France aujourd'hui, il y en avait 100 il y a 3 ans. Donc c'est aussi pour montrer la croissance du modèle. Les maires le sollicitent parce que ça fixe en fait les personnes âgées sur place dans une société qui par ailleurs commence à voir se distancer les familles avec les résidents parce que les enfants sont partis étudier, ils sont partis vivre loin. Et donc quand on est effectivement en Franche-Comté, en Haute-Saône ou au fin fond de la Corrèze, on est content d'avoir cette solution. Donc voilà un exemple de fixation, d'ancrage, si je puis dire, des personnes âgées dans leur vie, c'est-à-dire dans leur village et leur histoire. Deuxième exemple. En direction des ARS, donc des agences régionales de santé, qui font un peu débat en ce moment. Légèrement. C'est ce qu'on appelle les CRT. Alors, il y a beaucoup de jargon dans notre secteur, vous le savez. Les CRT, c'est les centres de ressources territoriales. C'est quoi ce truc-là? C'est une coordination en fait, entre les différents acteurs de soins dans un bassin donné pour mieux adresser les besoins du patient chez lui. Exemple très concret, je vais prendre Béziers. On a un CRT à Béziers qui s'appuie sur l'EHPAD Corian L'Eau Soleil pour coordonner les soins qui vont vers le domicile. C'est une sorte d'hospitalisation à domicile, mais côté médico-social. Ça, c'est intelligent. Ça fonctionne quand les différents acteurs travaillent ensemble. C'est-à-dire tout l'écosystème de médecine de ville, paramédicaux, kinés, infirmiers libéraux, et l'EHPAD, et voire même l'hôpital public. Et puis peut-être, Rémi Boyer, il y a un autre enjeu d'ouverture vers l'extérieur compte tenu des besoins de recrutement très importants dans les EHPAD, avec une image qui est quand même plutôt dégradée, connotée assez négativement. Et on voit d'ailleurs de plus en plus d'EHPAD qui commencent à communiquer, à investir de nouveaux canaux sur les réseaux sociaux, etc., à parler des animations qu'ils mettent en place pour essayer de changer la perception qu'a le grand public. Oui, il y a un décalage énorme entre la perception, hélas, du grand public, qui n'a pas été très aidé par le Covid, il faut bien le dire, et ce qui se passe dans nos maisons. Donc je vous invite toutes et tous à venir nous voir et à sentir, ressentir, voir l'ambiance d'un EHPAD de l'intérieur. J'y passe beaucoup de temps chaque semaine. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec l'image dégradée et, j'ai envie de dire, misérabiliste du secteur. C'est une image misérabiliste qu'il faut casser. Les aides-soignantes, les équipes médicales, ce sont des gens hyper investis, très passionnés, toujours engagés. On peut discuter des conditions de travail, évidemment, mais je veux dire, c'est des gens qui font ce métier par passion et par choix. Et l'ambiance à l'intérieur d'un EHPAD est souvent beaucoup plus riante et sympathique que le grand public a en tête. Mais à rigueur, c'est à nous de communiquer mieux. Mais en ouvrant nos EHPAD sur l'écosystème autour, effectivement, dernier exemple que je voulais donner, c'était la dimension emploi. Un EHPAD, c'est souvent l'employeur le plus important du bourg ou de la ville. 60 ETP, c'est pas rien, c'est une petite PME en fait. Et ce sont des emplois d'hyper proximité. C'est-à-dire que même s'il y a une problématique de transport, c'est vrai, dans les grandes conurbations urbaines, pour les aides-soignantes qui habitent en banlieue et qui viennent travailler en ville, il y a quand même un emploi non délocalisable, permanent, avec un besoin croissant sur des métiers qui donnent du sens et qui sont tous les jours une occasion de revérifier ce sens. Donc oui, il faut ouvrir nos établissements, en parler mieux. Et de toute façon, pour terminer là-dessus, la démographie de nos sociétés ouest-européennes va faire que, de toute façon, on va de plus en plus en parler. Absolument, tant en termes de rétrécissement de la population active que en nombre de personnes qui vont être concernées par les problèmes de dépendance notamment. Arnaud Muret, on a commencé à l'entrevoir. Il y a une ampleur des liens territoriaux, une intensité qui peut dépendre de multiples facteurs qui varient beaucoup quand même. C'est très frappant quand on se déplace d'une région à l'autre. Quels sont les facteurs qui expliquent selon vous cette hétérogénéité? Est-ce que la qualité des liens sur les territoires dépend en grande partie peut-être de la qualité des relations sociales? Et je vous pose la question à vous en tant qu'opérateur paritaire de compétences. Merci pour cette question. Et puis, juste un mot par rapport aux présentations précédentes, c'est que dans tous les exposés qui ont été faits, à la fin, on finit toujours sur de l'humain. Et que ce soit dans les transports, vous avez aussi évoqué l'expérimentation cœur de territoire. Par exemple, sur cette dimension-là, une fois qu'on développe des commerces, il y a des gens qui travaillent dedans et on a travaillé avec vous par l'intermédiaire de villes qui nous ont demandé d'accompagner territorialement vos redéploiements dans les centres-villes.
parce que quand on introduit une nouvelle pratique, ça passe par la formation. Et donc là, comme vous êtes sur les commerces de proximité, nous, on a accompagné à travers vos financements, avec les nôtres, l'évolution des compétences que nécessitaient ces rénovations. Donc on rénove le physique, mais les gens aussi, il faut faire évoluer les nouvelles pratiques. Et puis, sur la dimension humaine que vous avez rappelée, c'est vrai que bien souvent, dans votre secteur d'activité, on peut avoir une image un peu, le grand public, négative. Mais pourquoi j'évoque ça? C'est que tout à l'heure, je parlais des services à la personne. Et en fait, on voit qu'il y a des liens très naturels entre les services à la personne, l'accompagnement tout au long de la vie et jusqu'au bout de la vie. Et quand vous parlez de petites TPE de 60, à notre échelle, nous, c'est des grandes entreprises. Nous, on est à 3 ETP. Quand on voit une entreprise de 60 personnes, pour nous, c'est déjà, il y a toute une architecture humaine. Et sur la dynamique territoriale, je vous rejoins, il y en a une. Mais elle prend différentes formes d'une région à l'autre. Et c'est très lié à l'histoire des régions. En tout cas, c'est ce que nous observons. Et j'ai la chance d'avoir un poste d'observation puisque l'OPCOEP, c'est plus de 92 implantations dans toutes les régions de France. Donc, comme on dit, l'Hexagone, mais aussi dans les DROM. Et tous les projets territoriaux qui se font à l'échelle des bassins d'emploi que vous nous avez montré avec la carte, en fait, derrière, il y a des hommes et des femmes. Et alors, je vais prendre quelques exemples. Alors, vous m'excuserez si certains se sentent visés dans mes exemples. Alors, je vais prendre l'exemple des Hauts-de-France, je vais prendre l'exemple de l'Est de la France. Et puis, on a vu avec Bordeaux, je ne savais pas que vous alliez parler de ce bassin d'activité, mais je vais volontairement parler de ces 3 exemples pour des projets territoriaux. Et ce que je vais dire, ça va peut-être ressembler à une caricature un peu à la mode Obélix et Astérix avec le village de Gaulois. Mais quand vous commencez dans le nord de la France, il y a des projets à la fois de réindustrialisation. Nous, on a des branches, donc l'industrie n'est pas l'OPCOEP, mais vous savez, les cerveaux ont des estomacs, hein, c'est bien connu. Il faut nourrir tous ces gens, leur apporter un confort de vie. Et donc, dès que se développent des projets industriels, on doit développer plus de boulangers, plus de coiffeurs, et donc se développe un écosystème. Et là, en Hauts-de-France, c'est très social. Ce qui est très étonnant, c'est que les gens, à un moment donné, indépendamment de tous les courants politiques, de toutes les sensibilités paritaires, ils arrivent à se rassembler de façon presque clanique. La seule chose qui compte, c'est leur région, le fait qu'ils se transforment. Et pour l'avoir entendu et vu, j'ai vu sur des grands projets comme ça, les gens dire, attendez, par exemple à Amiens, parce que maintenant la Picardie, c'était les cousins des Ch'tis, maintenant ils sont dans la même région, dire, nous avons fait la cathédrale d'Amiens, nous allons faire ce grand projet. C'est-à-dire qu'ils puisent dans leur histoire pour aller de l'avant. Et toute obédience confondue. Et quel que soit le profil de la personne, mettre en avant son histoire pour aller de l'avant et de se rassembler. Dans le Grand Est, alors là c'est différent, on a l'impression qu'ils ont tous été à l'école ensemble. L'école primaire, ça les a beaucoup marqués tous. Alors je ne remets pas en cause la mobilité des gens de l'Est de la France, hein, mais quand il y a des projets, pour l'avoir vu sur des activités, là, quel que soit, qu'ils soient de gauche, de droite, à la CGT, à la CPME ou l'UDP, comme ils ont été à l'école ensemble, en fait, ce qui compte, c'est le projet pour leur territoire. Et ça dépasse tous les clivages, et ils vont trouver des solutions ensemble pour tirer leur lieu de vie. C'est très étonnant. Et puis, en Nouvelle-Aquitaine, là, c'est encore différent, c'est des attachements au territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été à l'école ensemble, il n'y a pas besoin d'être tous cousins. Je fais la caricature pour le Nord. Dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'attachement à un lieu. Ça peut être la ville d'Arcachon, ça peut être la ville de La Rochelle. À partir du moment où les gens sont dans ce territoire-là, là, à nouveau, ça va être obédience, partisan. Et ils vont vouloir tirer un projet par rapport à leur ville. Et donc, en fait, on voit que c'est la définition du lien social qui va créer le projet, mais que c'est la forme des liens sociaux qui va modifier la forme du projet. Donc, une fois que je vous ai dit ça, la conséquence,
c'est que je n'ai aucun projet identique sur le territoire. Et vouloir passer à l'échelle, comme souvent c'est une des questions qui m'est posée, mais est-ce qu'on pourrait généraliser des choses qui sont faites ? Eh bien, avec ce retour d'expérience, il me paraît extrêmement difficile de transposer des choses qui sont faites dans l'Est, en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France, puisque la sociologie de l'implication des choses n'est pas du tout la même. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un certain nombre de rapports depuis plusieurs décennies qui montrent bien que les dynamiques territoriales ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, que les démarches peuvent être assez différentes, que les acteurs qui sont moteurs sont assez différents d'un territoire à l'autre, ce qui complique forcément la transposition ou la déclinaison d'un certain nombre de dispositifs. De quelle manière, au niveau de l'OPCO, vous appuyez sur des diagnostics territoriaux? De quelle manière est-ce que vous pouvez organiser la remontée des besoins en appui de vos branches professionnelles et de toutes les entreprises qui les composent? Là, c'est un sujet... Alors, cette question, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans un territoire? J'ai beaucoup de respect pour les banques, mais lorsque les banques travaillent pour regarder un projet, elles regardent l'histoire, elles regardent, quand je dis l'histoire, elles se fichent sur des données qui ont déjà été réalisées. Donc quand une entreprise ou un groupement de personnes veut se développer, la première chose qu'on va regarder, c'est ses comptes. Ses comptes, c'est déjà du passé, et on se dit sur la base de son histoire, comment elle peut se projeter. Vous pourrez me corriger autant que vous voulez, hein, je ne suis pas banquier. Quand on est sur les compétences dans les territoires, c'est là où on fait des diagnostics, c'est un moment de vérité pour l'employeur, parce que quand on fait ce travail, on est obligé de demander au chef d'entreprise, implicitement, comment il se voit demain. Parce que quand vous formez des gens, c'est dans l'optique d'une projection. C'est-à-dire que vous dites, j'acquiers une compétence parce que demain, je vais faire ça. Ou c'est parce... et donc, vous prévoyez un développement futur. Donc, vous donnez, en fait, vous entrouvrez la réalité de ce que ça va être votre demain. Parce que si vous demandez à un chef d'entreprise, c'est quoi, est-ce que ça va bien? Tous vous diront, ça va très bien. Sinon, ils vont pleurer en disant ça va très mal. Et si vous lui demandez sa stratégie, comme il y a plusieurs chefs d'entreprise autour de la table, ou de responsables de grandes entreprises, la véritable réalité, elle n'est jamais complètement avouée parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres acteurs. Donc, la réalité, on ne l'a pas complètement. En revanche, lorsqu'on parle des compétences, ils sont obligés d'entrouvrir leur réelle stratégie. Et là, on fait des diagnostics en temps réel. Donc on a des collègues, on fait plus de 50 000 entretiens avec des chefs d'entreprise tous les ans, dans toute la France, dans toutes les villes. Sur la base de ces entretiens, qui durent minimum 20 minutes, le temps est important parce que c'est pas, on prend le temps de leur faire dire leur réalité pour qu'ils nous disent leurs besoins de compétences, de développement des compétences. Et nous, en temps réel, on récupère cette donnée. Donc on a un petit peu d'IA, et en temps réel, on fabrique des cartes un peu comme celles que vous nous avez présentées sur les besoins de compétences. Et donc à un moment donné, on voit se dessiner une dynamique territoriale à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région, sur comment les compétences sont en train de se transformer. Et là, ce qui devient intéressant, on devient comme dans Amazon, où on devient un peu sur du prédictif, c'est-à-dire qu'on voit sur un bassin d'activité, si les entreprises envoient demandent des formations pour occuper leurs salariés, donc là on se dit que ça ne va pas trop bien, ou au contraire on voit qu'ils demandent des types de formations qui sont sur du développement futur, parce que par la nature de la formation on voit s'ils sont en train d'explorer des nouvelles voies, ou si sans le dire ils sont en train de se décaler. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple qui paraît un peu trivial. Vous êtes boulanger, donc vous faites du pain, et vous apercevez qu'il y a des boulangers pâtissiers, les gars, ils vont se mettre à faire de plus en plus de gâteaux. Donc ça veut dire que sur votre département, le pain, pour X raisons, il perd un peu de vitesse, mais qu'ils se déplacent tous vers la pâtisserie, peut-être plus lucrative, parce que les goûts ont changé, mais ça, on ne vous le dit pas. Et nous, on arrive à cartographier ces besoins en temps réel, et après, on est capable de dire au niveau de la branche qui est en train de se passer, comme un travail d'observation, si la branche est en train de muter,
si au contraire elle est en repli, ou si simplement elle consolide des compétences. Et ça nous donne une vision des choses. Et s'agissant des boulangers aussi, vers la sandwicherie et la snackerie, le snacking. On a fait un premier tour de table, on a un peu planté le décor. On pourrait peut-être ajouter deux, trois éléments un peu spécifiques du paysage français, à savoir un très grand nombre de TPE, PME, par rapport à beaucoup d'autres pays européens, beaucoup de multinationales et en même temps pas de Mittelstand, pas de grosses PME ou de TI, beaucoup moins en tout cas que dans d'autres pays. Un nombre de communes également très important, beaucoup plus important que dans tous les autres pays européens. Et alors ça, c'est pour les deux aspects qui complexifient un peu le système et rendent l'équation un peu compliquée quand on parle de créer des liens ou de recréer sur les territoires. Et pour autant, un très grand tissu associatif qui est un atout français. Fabienne Rouchy, face à cette complexité de l'écosystème, est-ce qu'il vous semble qu'on peut encore à grande échelle, sans forcément passer à l'échelle des dispositifs nationaux, mais on peut à grande échelle impulser des dynamiques territoriales beaucoup plus systématiques? Oui, on a au CESE analysé, je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'éléments. Nous, ce que l'on constate, ça je le rajoute par rapport aux résultats de l'enquête, c'est que 66% des Françaises et des Français ont été confrontés à une inégalité des chances au cours de leur vie. 40% nous disent que ça a eu des conséquences très graves pour eux, alors qu'ils n'y étaient pour rien. On a un décrochage scolaire qui est très important, un déterminisme social qui est puissant dans le pays. Il faut 6 générations en France pour passer de la classe populaire à la classe moyenne. 6 générations, 2 dans les pays nordiques. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des choses à faire évoluer. Nous, ce que nous préconisons, et ce sont toutes les commissions de travail du CESE qui ont, par leurs travaux au cours de l'année, au cours du mandat, fait ces préconisations-là, c'est vraiment d'avoir une stratégie, par exemple, on parle de l'emploi, une stratégie industrielle qui soit définie par l'État et les filières, les collectivités, les chambres consulaires. À un moment, il nous semble qu'il faut quand même un pilote dans l'avion pour pouvoir décliner un certain nombre de choses, même si, bien sûr, il faut s'appuyer sur les acteurs locaux, par exemple les collectivités, et puis tous les Ça veut dire quoi? Ça chefs implique quoi? Ça veut d'entreprise. dire se parler encore plus qu'aujourd'hui, réunir autour de la table des acteurs qui n'y sont pas forcément? Tout à fait. On a le CESE au niveau national. Dans les régions, il existe les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, qui d'ailleurs participent à l'administration des régions, qui travaillent aussi sur ces sujets-là, qui travaillent sur l'évaluation des politiques publiques, qui font aussi des propositions et des préconisations. Donc, s'appuyer sur tous ces acteurs serait extrêmement utile. D'ailleurs, les Françaises et les Français l'ont bien compris, parce que quand on leur demande pour eux quels sont les leviers principaux pour faire évoluer favorablement la situation dans les territoires, ils nous disent 89% l'école est un levier essentiel. Puis ils nous disent aussi les entreprises, 84%. Donc on voit bien qu'il faut que tout le monde puisse travailler ensemble pour essayer de faire évoluer la situation positivement. Juste encore une question, et merci de vos réponses courtes. On va faire un petit tour de table avec des réponses courtes, chacun s'il vous plaît. Un exemple, l'ancrage territorial, c'est un des 5 axes de préconisation sur lequel le rapport annuel sur l'état de la France va. En matière d'ancrage territorial, vous avez plusieurs propositions, peut-être un exemple de propositions à partager et à expliciter. Moi, sur tous les avis qu'on a pu rendre sur les politiques publiques, puisqu'on a un rôle d'évaluation des politiques publiques, il y a un vrai besoin de planification des services publics en corrélation avec l'évolution des besoins de la société. Ça, c'est très important d'essayer de mettre ça en œuvre. On le voit sur la santé, par exemple. Le vieillissement de la population, la démographie fait que les besoins évoluent. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Évidemment, il y a des problématiques budgétaires, tout le monde en est bien conscient, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mener le débat sur ces sujets-là, le débat de façon la plus large possible, et trouver collectivement des solutions avec une planification, comme je le disais tout à l'heure. Antoine Saint-Oyan, dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, avec d'ailleurs des moyens qui pourraient aussi diminuer pour vous, de quelle manière on peut
sans forcément passer à l'échelle des dispositifs nationaux, mais en tout cas favoriser une démultiplication des initiatives territoriales. Alors tout à l'heure, on disait les territoires sont tous différents. C'est compliqué finalement de copier quelque chose qui a fonctionné quelque part dans un autre territoire. En même temps, je voudrais nuancer ça parce que nous, de notre point de vue, et ce qu'on fait à la Banque des Territoires, c'est très souvent mettre en relation des clients, et en l'occurrence des collectivités, qui ont le même type de préoccupation pour permettre de faire connaître des dispositifs qui ont réussi et de faire en sorte qu'ils puissent potentiellement être répliqués ailleurs. On l'a fait, je vais prendre quelques exemples, justement sur Action Cœur de Ville, rénovation d'une halle dans un cas de redynamisation commerciale à Pau. Ça a très bien réussi. On l'a fait connaître dans le cadre de notre communauté des villes moyennes et ça a permis de servir d'exemple à beaucoup d'autres cas qui ont également très bien réussi. Donc ça peut être dupliqué ou en tout cas au moins servir d'inspiration pour derrière être transposé ou ajusté par une autre collectivité. On crée des communautés, des clubs, cœur de ville, territoires qui ont des quartiers prioritaires de la ville, territoires qui souhaitent justement se lancer dans la rénovation de leur bâti scolaire, de leur rénovation de réseau d'eau. Et on met des moyens pour faire connaître un maximum de solutions. Il y en a plusieurs, il y a toute une panoplie finalement de solutions qui ont bien réussi. Et par l'échange en fait direct entre les élus, cet échange direct permet de dire comment toi tu as fait. Ben, moi je me suis adressé à telle entreprise, tel conseiller. J'ai créé un écosystème justement au niveau territorial qui m'a permis de pouvoir atteindre tel succès. Et ça, c'est vraiment source d'inspiration et la création de toutes ces communautés qu'on anime parfois avec l'État, parfois avec des organismes publics, permet vraiment de répliquer, de démultiplier dans un certain nombre de domaines des succès. Encore une question, réponse courte. Face aux enjeux de développement économique et aux enjeux d'emploi qui sont associés, de quel levier disposez-vous à la Caisse des dépôts et notamment à la Banque des territoires pour aider l'offre de formation initiale et continue à s'ajuster? Vous avez raison, c'est un sujet qui remonte fortement, ce besoin de compétences, d'adaptation des compétences. On l'a dit dans le domaine du grand âge, par exemple, dans le domaine industriel aussi, avec des très grands projets qui sont en train d'émerger dans le domaine nucléaire, à Penly, à Gravelines, dans le Bugey, au Creusot. Et là, il y a besoin vraiment d'un renforcement des compétences. Pour ça, de quels moyens est-ce qu'on dispose? Alors, au niveau du groupe Caisse des dépôts, de la Caisse des dépôts, on est le gestionnaire de Mon Compte Formation, qui est l'outil principal de formation à la main des salariés. Mais par ailleurs, on est également opérateur de programme pour le compte de France 2030, Compétences et métiers d'avenir, CMA, qui permet de définir, en lien avec des écosystèmes, en lien avec des OPCO, en lien avec des organisations professionnelles et syndicales, des formations qui sont justement particulièrement adaptées à ces besoins au niveau des territoires. Et donc, on le fait. Ce qui on peut finance générer de manière des importante. nouveaux parcours, des nouvelles certifications, Exactement. parfois l'émergence de C'est ça, c'est nouveaux des parcours. nouvelles formations pour s'adapter aux nouveaux besoins en termes de compétences. Et on en fait émerger très régulièrement, en fait, dans le cadre de ce programme CMA, pour pouvoir s'adapter à notamment dans le domaine industriel, mais également dans le domaine du numérique, très fortement, et puis dans le domaine des métiers du soin également. Arnaud Muret, avec les moyens dont un opérateur de compétences dispose en matière d'emploi de formation, est-ce que les OPCO aujourd'hui ont encore la possibilité d'innover, d'expérimenter? Est-ce que le cadre réglementaire, le cadre budgétaire actuel leur permet encore cette possibilité d'expérimenter dans les territoires? Complètement. En fait, il n'y a même pas de frein là-dessus. Et aujourd'hui, Ça, c'est une réponse qui est plutôt positive par rapport à un cadre. Non, mais c'est vrai. Par rapport à un cadre budgétaire qu'on dit complètement contraint aujourd'hui, avec beaucoup d'acteurs qui se plaignent d'un resserrement des budgets, etc. Vous estimez-vous que finalement, le cadre, même s'il est plutôt orienté à la baisse, les enveloppes, même si elles sont plutôt orientées à la baisse, ne freinent pas la capacité d'expérimentation et d'investissement dans les compétences? Absolument pas. Et les témoignages, là, ne serait-ce que d'aujourd'hui, démontrent en réalité cette vitalité qu'il y a dans les territoires, qui repose beaucoup sur la capacité à lier les gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Et l'observation qui est remontée
par vous, on observe la même chose. Et en fait, quand les différents institutionnels, que ce soit l'État, que ce soit la Caisse des dépôts, commencent à favoriser que cette mayonnaise humaine, cette pâte humaine, elle prend, il se passe des choses et on le voit. Et on le voit de façon très concrète. Nous, au niveau de l'OPCO, on a dans notre organisation des commissions paritaires régionales auxquelles on demande à chacune de nous élaborer des plans d'action régionaux à travers des remontées de projets. Et typiquement, Cœur de Ville, que vous avez cité, est remonté dans plusieurs régions, en fait, chez nous, mais avec des besoins très différents de compétences. Mais on les a accompagnés, c'est remonté par, on va dire, une expression du besoin des territoires, et ça marche. Et on voit que même dans ces moments de resserrement des moyens, les gens vont peut-être faire preuve presque de plus d'ingéniosité pour, même si les indicateurs au pessimisme sont présents, il reste quand même encore des gens qui ont envie de bouger très fortement. Et on le ressent. Il y a quand même une dynamique, je ne veux pas dire malgré tout, mais il y a un positivisme quand on descend à l'échelle du territoire de vouloir s'en sortir et de vouloir faire des choses. Thierry Mallet, il y a dans votre secteur énormément de liens à resserrer, voire de liens à créer, avec un énorme enjeu d'attractivité. Et d'ailleurs, vous êtes président de l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires. Donc au niveau de la branche, vous avez une vision un peu globale des enjeux d'attractivité qui sont absolument énormes, à horizon 2030, qui sont très importants. De quelle manière est-ce qu'on peut rendre ces métiers, notamment ceux de conducteurs, 70% de votre effectif, davantage attractifs en favorisant peut-être une diversification aussi des profils qui peuvent être demain attirés par ces métiers? Avant de répondre à la question sur l'enjeu du recrutement qui est essentiel pour nous, juste revenir sur cet enjeu de décentralisation, parce que c'est bien de décentraliser, mais vous l'avez dit, en France, on est dans un univers atomisé du fait du nombre de collectivités locales, et l'un des problèmes de la carte que j'ai présentée tout à l'heure, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune organisation administrative à la taille des bassins de vie. Ça veut dire qu'on s'occupe des métropoles, on ne s'occupe pas de la périphérie, et donc on laisse pour compte des gens. Ça veut dire qu'en fonction de la nature du problème, on ne peut pas travailler à la même échelle. On ne peut pas travailler à la même échelle quand on parle de programmes de proximité, oui. L'école, le médecin, et quand on parle de l'emploi. Et il y a un gros enjeu d'ailleurs. Voilà. Et il y a un gros enjeu pour savoir si le RPE, d'ailleurs le réseau pour l'emploi, avec les comités locaux pour l'emploi, qui est plus à la maille des bassins, répondra ou pas? Alors, l'enjeu, et on le voit bien, c'est un sujet qu'on discute beaucoup avec France Travail, c'est l'enjeu de, encore faut-il que les gens puissent se rendre sur le lieu du travail. Donc c'est un sujet qu'on a bien repéré, qui est bien identifié, sur lequel on travaille. Mais il y a un vrai enjeu de s'assurer qu'on est à la bonne taille en fonction de la nature du problème. Et ces bassins de vie ne correspondent plus à ce qu'ils existaient il y a 10 ans. Et donc ça, c'est un vrai enjeu de s'assurer que demain, et on voit que dans d'autres pays européens, ça a été bien réglé, je pense en particulier à l'Allemagne, où il y a des vrais syndicats de communes. On n'a pas forcément créé des organisations, mais il y a un vrai maillage dans lequel les gens comprennent qu'organiser au sein d'une petite collectivité, la mobilité n'a aucun sens. Parce que les gens, ils vont faire le marché dans la collectivité d'à côté, ils travaillent là-bas. Et tant qu'on n'a pas ce travail de cartographie, c'est pour ça qu'on le met à disposition des collectivités locales, il permet de comprendre où est-ce que les gens de la commune vont travailler, où est-ce que les gens de la communauté de communes vont travailler, et où est-ce que les gens qui viennent travailler dans la communauté de communes viennent, pour mettre le doigt sur l'enjeu des interactions nécessaires à créer. Alors, il y a un deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas élus par les gens qui viennent travailler chez eux. Et il y a Jean Viard qui disait on devrait avoir 2 droits de vote, un droit de vote à l'endroit où on travaille, un droit de vote à l'endroit où on habite, et on aurait peut-être une organisation différente. Je mets ça de côté parce que je voulais revenir sur cette première question. Deuxième enjeu, c'est un métier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier de femmes et d'hommes au service des femmes et des hommes, c'est 100 000 personnes chez Transdev, et il y a un enjeu extrêmement fort de recrutement. Si je prends juste les chiffres pour la France, et je vais les prendre au niveau de l'Union des transports publics et ferroviaires, c'est 100 000 collaborateurs et collaboratrices à recruter d'ici 2030 pour notre secteur, parce que c'est un secteur où la moyenne d'âge aujourd'hui est au-delà de 55 ans, pour la plupart de nos conducteurs qui sont effectivement, et de nos mécaniciens qui sont la grande partie de nos collaborateurs. Ça tient au fait qu'on a longtemps recruté, on a eu des gens qui sont arrivés, à l'époque d'ailleurs, ça peut faire ancien combattant du service militaire, hein, c'est que beaucoup de gens faisaient leur service militaire, ils ressortaient, vous êtes en exemple, avec le permis poids lourd ou le permis de transport en public, où ils avaient fait de la mécanique, ils avaient un métier pour la vie.
Évidemment, ça n'existe plus, d'où la nécessité de trouver un moyen de faire découvrir ces métiers auprès des jeunes. Dans les lycées techniques, il n'y a rien. Il n'y avait rien jusqu'à maintenant, on y travaille avec le programme France 2030. Et aujourd'hui, du coup, on a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, création de centres de formation, création de bus pour l'emploi, qui vont sur les marchés et qui permettent aux jeunes de monter dans un bus, de savoir qu'on conduit, parce que c'est un fantastique, d'abord, c'est un fantastique métier d'insertion. C'est très facile, ça peut être un métier, en 3 mois, si vous avez un permis de conduire, vous pouvez devenir chauffeur de bus. Hein. C'est un métier où il y a à la fois une dimension extrêmement importante humaine, parce que vous êtes responsable de la communauté, de personnes que vous avez à bord, vous interagissez avec ces gens que vous côtoyez tous les jours et vous avez une mission de conduite et de sécurité. Donc c'est un métier qui est attractif. Mais l'enjeu, c'est de le faire découvrir parce que aucun jeune se dit j'ai envie d'être conducteur de bus, j'ai envie d'être conducteur de train. Donc il y avait un vrai enjeu à aller vers les jeunes, leur faire découvrir les métiers, à aller dans les lycées techniques, à expliquer à des gens que ça peut être un deuxième parcours de carrière. Hein. Moi, j'ai chez Transdev une conductrice de tram qui était une ancienne chef qui, à 55 ans, s'est demandé qu'est-ce que je peux faire d'autres métiers, j'ai plus envie d'être en cuisine. Et elle était sur Internet, elle a découvert le métier de conducteur de tram, et c'est l'une de nos meilleures conductrices de tram. Et voilà. Donc ça montre que c'est des métiers qui peuvent être attractifs, qu'il faut faire découvrir. Et avec l'enjeu peut-être de ressembler aussi peut-être davantage à la population, vous évoquiez l'Allemagne. Petite question courte, mais quand même, Transdev est présent dans 19 pays. Oui. Est-ce que l'enjeu dont on parle maintenant, créer ou recréer les liens sur les territoires, est-ce que, grosso modo, peu ou prou, il se pose à peu près de la même manière dans les différents pays dans lesquels vous êtes présents? Oui, non. Et est-ce que les éléments de réponse sont là aussi peu ou prou similaires d'un pays à l'autre, ou est-ce qu'ils peuvent être très différents? Alors, la problématique, elle est un peu partout. Cet effet de métropolisation, d'attractivité des métropoles est vrai partout. En France, on a un deuxième effet c'est un urbanisme totalement raté. Aujourd'hui en France, on a favorisé pendant des années le pavillon et la voiture. On a construit une France de la voiture, on a construit une France de la voiture diesel et du pavillon. Les gens le voulaient et on l'a construit. Donc on a beaucoup plus effectivement organisé la France en fonction de la vie de la voiture. Si vous regardez l'Allemagne, et si vous regardez notamment les pays nordiques, vous n'avez pas le droit en Suède de construire une maison à plus de 3 km d'une gare. Donc par nature, si vous regardez les villes en Suède, elles ne sont pas circulaires, ce sont en étoiles. C'est-à-dire que le long des axes de train, vous avez de l'habitat qui s'est développé. Donc le recours au transport public est beaucoup plus simple. En France, du fait du morcellement, du fait que les élus pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur les territoires, du fait que dans les communautés de communes, il n'y a pas de plan global et chaque élu est capable de développer son lotissement sur son territoire, ça va s'arrêter avec le zéro artificialisation nette. On a vu qu'aujourd'hui, on a une France extrêmement morcelée. Et aujourd'hui, le résultat de la France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous reprenez les chiffres, 50% des Français vivent en zone peu dense, avec les zones pavillonnaires. Donc effectivement, mais il y a quand ils travaillent à 85% dans des zones denses. Donc le problème de la France, il est aggravé par un problème. Et celui-là, on le résoudra en 30-40 ans en reprenant, en recréant de la densité, ce qui est une priorité. De créer de la densité, ça ne veut pas forcément dire créer Paris, mais c'est de refaire des réseaux de villes, c'est de refaire un peu de densité urbaine, c'est faire en sorte que les gens habitent autour de villages bien desservis, sur des axes bien desservis. Donc ça, il y a un enjeu un peu plus fort. Dans les autres pays, deuxième élément important, il y a eu effectivement, depuis plus longtemps qu'en France, la création d'organisations à la taille des bassins de vie, notamment en Allemagne. Il y a beaucoup de syndicats, beaucoup d'autorités organisatrices de transport qui sont mis à plusieurs et qui ont déjà, en matière de ferroviaire, développé. Le résultat, c'est qu'en Allemagne, en matière de transport ferroviaire, local, régional, il y a 3 fois plus d'offres qu'en France. Ah oui. Et donc 2 fois plus de passagers transportés tous les jours. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important de l'organisation des territoires qui est un enjeu de pouvoir public, mais qui est un enjeu aussi local. Mais ça dépend, le morcellement français n'aide pas sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour ces éléments très intéressants. Rémi Boyer, l'Allemagne, vous avez dirigé la zone Allemagne pour Korian à l'époque. Aujourd'hui, donc 6 pays dans lesquels Clariane est implanté. Est-ce qu'il y a
des bonnes pratiques, des enseignements à tirer, de pratiques qui ont cours ailleurs sur cette question de, Alors, de renforcement des liens? Faire un brin d'humour pour Thierry Mallet, c'est vrai que la SNCF est quand même globalement beaucoup plus à l'heure que la Deutsche Bahn, même s'il y a beaucoup plus de trains en Allemagne qu'en France. Mais bon, ça c'est juste une plaisanterie au passage. Oui, alors ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que par rapport au lien territorial, si on s'attache à ce point-là, et c'est vrai pour la Belgique, les Pays-Bas, et dans une moindre mesure le sud de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles en fait. Donc des gens de l'écosystème local qui s'impliquent dans l'EHPAD ou la clinique. Plus les EHPAD que la clinique, parce que pour des raisons de santé et d'hygiène, évidemment, c'est évident qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans une clinique, et heureusement. Et donc tous ces réseaux de bénévoles, c'est très impressionnant en Allemagne. C'est-à-dire que par site, en Allemagne et en Belgique, on peut avoir entre 5 et 10 bénévoles tous les jours qui vont venir s'impliquer dans la vie des aînés, les sortir, faire une promenade, commenter la presse, jouer aux cartes. Sans Et parler finalement, on les a en France. On a un tissu associatif qui est... Alors on hyper l'a dense. aussi, mais curieusement, il n'est pas tellement présent dans le domaine du grand âge. Il y a un énorme tissu associatif en France. C'était commenté dans la table ronde précédente sur la solidarité. Mais pour des raisons que j'ai du mal à m'expliquer, la France n'attire pas autant de bénévoles dans les établissements de santé pour personnes âgées que des autres pays. Alors c'est vrai que c'est très scandé par les fêtes. En Allemagne, pardon, il y a beaucoup de fêtes religieuses, donc tous les mois il y a quelque chose. Donc, et puis c'est très lié aussi à la structure territoriale, c'est-à-dire qu'on est plus dans des petites villes, dans des villages où les gens se connaissent plus, s'impliquent plus. Et ça c'est très impressionnant, c'est une grosse différence, même si en France il y a quand même 11 millions d'aidants, comme on dit, et que le fameux phénomène d'aidance est en train de devenir un sujet majeur du fait du ratio entre les générations et le fait que les aidants vont devoir de plus en plus aider leurs aînés. Donc il y a beaucoup d'aidants en France, mais un peu moins sur la partie bénévolat, implication dans les établissements de santé et EHPAD. Merci beaucoup. Alors, deuxième temps fort de notre séquence avec deux étudiantes du master journalisme de l'ISCPA du groupe Igencia Éducation. Elles ont travaillé sur notre thématique, elles ont suivi avec attention nos échanges, elles vous ont concocté pour vous quelques questions. Il s'agit d'Apolline Navarro-Requena et d'Emeline Dulio qui vont prendre la parole, qui sont au premier rang. On va pouvoir leur... voilà, vous avez un micro chacune. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter l'une et l'autre. Bonjour, donc moi je m'appelle Apolline Navarro et je suis étudiante en première année de master à l'ISCPA. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Bonjour, donc moi c'est Emeline Julio et je suis également étudiante en première année de master à l'ISCPA. Alors, on vous laisse poser quelques questions aux intervenants, à tous ou à certains en particulier. C'est à vous. Donc moi j'avais une question. Donc Madame Rouchy, vous parliez tout à l'heure du pessimisme des Français par rapport à l'avenir du pays. Mais alors comment, au vu de la crise politique et économique actuelle, recréer une confiance entre les acteurs des territoires et l'État? Et je m'adresse un peu à tout le monde. Fabienne Rouchy. Alors oui, petit exercice, pardon, on n'a pas précisé, mais en termes de timing, si vous pouvez faire des réponses autour de 1 minute 30, ça leur permettra de vous poser plusieurs questions. Merci. Alors, il y a le pessimisme des Français, mais il y a aussi les critiques extrêmement fortes qu'ils formulent vis-à-vis des politiques publiques. 75% d'entre elles et eux considèrent qu'elles ne sont pas du tout favorables, suffisantes en tout cas pour réduire l'inégalité des chances, réduire les inégalités. Et 40% d'entre elles et eux considèrent même qu'elles les creusent, les inégalités. Donc, moi, j'ai envie de vous dire comment recréer la confiance. Peut-être qu'il faut mieux les écouter, davantage les écouter, leurs aspirations, leurs difficultés, leurs problématiques, essayer d'être plus à l'écoute et en réponse à tout cela. Je pense que c'est ça qui peut recréer de la confiance. Vous voulez dire des cahiers de doléances qui ne calent pas les armoires, par exemple? Les cahiers de doléances, entre autres, mais voilà, les Césaire, le CESE, toutes ces institutions où on peut se parler, construire des choses ensemble, même si on a des intérêts ou parfois qui peuvent paraître antagonistes. En tout cas, quand on se met ensemble pour essayer de faire des propositions qui correspondent aux aspirations des Françaises et des Français, on y arrive. Et elles sont souvent unanimes. Donc, si les pouvoirs publics s'en emparaient un petit peu plus, peut-être qu'on aurait des politiques qui correspondent davantage à ce qu'attend la population. Alors, Apolline, donc petit tour de table. Vous avez souhaité des différents intervenants. Antoine Saint-Oyen, allez-y.
Alors sur cette question du pessimisme et on va dire de l'appréciation des Français sur la situation du pays, on perçoit quand même souvent, sous votre contrôle, le fait que plus on monte au niveau national, plus le pessimisme est fort et plus on redescend au niveau du local, plus finalement, parce qu'on comprend mieux ce qui s'y passe, on est optimiste et on est finalement positif au moins sur certains des projets qui sont réalisés. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment encore plus faire connaître les réussites, les projets au niveau territoriaux d'une part, et deuxièmement, probablement, effectivement, redonner plus de pouvoir encore au local pour pouvoir développer des projets qui sont au plus près des besoins des populations. Thierry Mallet. Moi, je crois qu'on l'a beaucoup dit, et la grosse différence avec d'autres pays, c'est que en France, on essaie souvent d'avoir une solution pour tout le monde. Or, on voit bien qu'il vaut mieux plein de solutions différentes par territoire. On l'a évoqué tout à l'heure, quand on impose des solutions aux gens, généralement, elles sont refusées. Le meilleur moyen, c'est de les laisser choisir. Et je pense que l'élément de redonner responsabilité au niveau local et laisser choisir, c'est ce qui est de mieux. Enfin, c'est un peu à l'image de ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce qu'on cherche à faire chez nous. Je n'impose jamais chez Transdev le mode de fonctionnement. On insiste à un patron de réseau d'aller voir un autre patron de réseau pour trouver la meilleure solution. Et ça marche 10 fois mieux parce que c'est la solution qu'il a choisie qu'il va mettre en œuvre. Si j'impose des solutions depuis le centre, la plupart du temps, il va la rejeter, la refuser et la faire échouer parce qu'il n'a pas envie que ça marche. Et je crois que dans beaucoup de domaines, le fait de redonner de la responsabilité aux gens du terrain, de dire vous faites vos choix, ça marche mieux. Chaque fois qu'on va imposer des solutions, on a 900 sur 10 qu'elles soient pas exactement ce qu'on veut et pas acceptées. Alors que si les gens l'ont choisi et que c'est la même, ils y mettront l'effort pour qu'elle soit acceptée. Moi, je pense qu'on a un système beaucoup trop centralisé dans lequel on attend tout de l'État. L'État ne pourra pas tout donner. Et la décentralisation intelligente et la responsabilisation est le meilleur moyen de s'assurer que les gens sont vraiment en charge. Rémi Boyer, puis Arnaud Muret. Peut-être un peu d'optimisme pour en cette fin de table ronde. On a fait une étude à Ipsos sur l'attractivité des métiers du soin en Europe auprès d'un panel de jeunes Européens de votre âge. Et en fait, alors sans surprise, le premier métier attirant le plus, c'est le luxe. Bon, du fait de la force des marques, pour le coup. Deuxième métier, c'est l'éducation, notamment les métiers liés à l'éducation vers le handicap. Donc c'est assez intéressant. Et ce sont des jeunes de 18 à 25 ans dans le panel. Et troisième métier, le soin, la santé, un peu en écho à ce que disait Fabienne Rouchy sur le fait que c'est la plus forte attente exprimée par les Français de toute catégorie. Donc voilà, donc pour nous, un signe d'encouragement, d'attractivité de nos métiers et de réponse aux besoins qui sont croissants dans les 10-15 ans qui viennent. Arnaud Muret. Par rapport à votre question, pour moi, il y avait deux dimensions. Il y avait la dimension de la perception générale qui est évoquée, de ce pessimisme. Et j'ai lu des études qui montraient que quand on interviewe les gens à leur échelle, qui est celle, on va dire, de la famille cellulaire, ils disent finalement, pour moi, ça va. Ce qui est assez paradoxal, c'est que collectivement, on a une projection négative. Et quand on descend à l'échelle de la personne, on dit, mais non, mais pour l'instant, moi, ça va. Et donc, c'est ce qui peut aussi expliquer que quand on descend à l'échelle du territoire à une maille plus fine, on retrouve cette perception et qu'on retrouve ce dynamisme positif. Moi, je suis pas du... Alors, peut-être que l'ambiance générale est pessimiste. Paradoxalement, je ne suis pas pessimiste du tout. Et au contraire, j'ai confiance dans tout ce que je vois, là, à travers les exemples qui ont été dits. Mais quand, dans notre quotidien, moi, par rapport au travail que j'exerce, quand je vois l'ensemble des solutions mises en œuvre dans les bassins d'activité, eh bien, en réalité, ça donne confiance. Et peut-être qu'on devrait mieux rendre compte de ça, parce que ça nous redonnerait confiance collectivement. Peut-être avant de vous redonner la parole, Fabienne Rouchy, vous partagez ce constat global, constat local? Gros écart? Oui, lorsqu'on demande aux Français si dans leur propre vie, effectivement, ça va, bon, ils nous disent en général oui, qu'ils sont heureux. Donc, heureux dans leur cercle proche, en fait. Mais leur problématique, c'est plutôt la manière dont ils voient les choses un petit peu plus globalement, c'est vrai, mais aussi ce qu'on ressent dans le cercle familial, c'est pas exactement ce qu'on ressent quand on voit que le territoire se désertifie, que les enfants ont du mal à trouver du travail, etc. etc. Oui. Donc voilà, les questions devraient être analysées plus finement en fait. Nouvelle question.
Madame Rouchy, bonsoir. Enfin bonjour, pardon. Ma question est pour vous. En s'appuyant sur le rapport annuel que vous avez exposé au début, n'avez-vous pas le sentiment que les DROM, les départements et régions d'outre-mer, ne sont pas un peu délaissés par l'État ? Nous nous sommes attachés à interroger aussi des Françaises et des Français de ces territoires. Et nous avons travaillé dans le cadre de plusieurs avis, puisque nous avons une délégation au CESE aux Outre-mer qui spécifiquement se focalise sur les problématiques de ces territoires-là. Dans notre sondage, on a 81% des Françaises et des Français d'outre-mer qui expliquent que leur pouvoir d'achat leur permet tout juste de répondre à leurs besoins essentiels. Donc, la pauvreté s'étend dans ces territoires. Il y a des problématiques d'accès à l'eau, des problématiques d'accès à l'électricité avec des coupures fréquentes, des problématiques d'accès à la formation, à l'emploi, des problématiques de mobilité aussi. Et de cumul d'inégalités qui sont plus fortes qu'ailleurs ? Tout à fait. Les inégalités, elles sont croissantes et elles se cumulent forcément, mais encore plus là, puisqu'il y a une paupérisation de la population qui est flagrante. Donc, une des préconisations du CESE, c'est vraiment, alors j'y reviens toujours, mais d'avoir un rôle de l'État qui permette de garantir déjà des droits sociaux qui soient les mêmes sur tout le territoire. Ce n'est pas le cas pour un certain nombre d'entre eux, et donc au détriment de ces populations. De garantir aussi, de limiter la fracture territoriale, ce que vous disiez par rapport à ce qui peut être fait en termes de décentralisation. Il faut aussi que l'État soit garant, même s'il ne peut pas tout, d'accord, qu'il soit garant d'un minimum d'égalité territoriale, parce que sinon on a des territoires beaucoup plus dynamiques que d'autres et d'autres qui crèvent, pour parler trivialement. Et ensuite développer les infrastructures, essayer d'imposer davantage de contrôle sur la gestion de l'eau, par exemple. On a ces problèmes très très spécifiques auxquels il faudrait vraiment s'attaquer. Alors Arnaud Muret voulait compléter de très court, mais apporter une réponse là-dessus. Très court, là, par rapport à votre question, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de cette volonté de centralisation, toujours avoir une vision de l'État. Votre question s'inscrit pleinement dans cette vision de l'État. Vous avez dit les DROM, en fait. Nous, au niveau de l'OPCO, moi je vois, il y a 3 régions totalement différentes entre La Réunion, les Antilles, la Guyane, pour faire simple. La Réunion, le dynamisme de cette région fait que c'est le même dynamisme que la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, les acteurs de cette région, de la Réunion, ont un dynamisme, bien, ça ne nie pas toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais dans l'apport des solutions, la Réunion, il se passe vraiment beaucoup de choses. Les Antilles, c'est encore très différent, ils ont les problèmes d'eau, puis ils ont leur histoire avec eux qui est très lourde, qui sortent, et la Guyane. Et ça, si vous voulez, je pense que par rapport à l'échange qu'on avait sur la revitalisation des territoires, il faut absolument le prendre en compte, parce qu'on ne peut pas les... Et alors, je vais vous donner un dernier lien qu'on a fait au niveau de l'OPCO, et j'en suis très fier, avec ces régions du monde. Au niveau du service dans l'entreprise, on est ouvert de 6h le matin à 23h. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, comme nous, on a les TPE, quand il y a des questions sur le développement des compétences, la journée, ils sont sur leur métier. Et nous, il faut dire les choses, c'est quand ils ont le temps. Et le temps, c'est le week-end, donc ils utilisent des sites web. Quand ils posent des questions, c'est avant de prendre le boulot, donc avant 8h le matin, et le soir, quand ils font leur comptabilité, après 20h. Comment on a fait pour répondre à cette question? Grâce maintenant aux réseaux de communication qui sont beaucoup plus développés. Le matin, en réalité, quand vous nous appelez, c'est nos collègues de La Réunion qui répondent. Le soir, c'est les Antilles. En fait, je n'ai fait que mettre en réseau toutes mes équipes et en fait ces régions du monde, et je peux vous dire qu'à La Réunion ils sont extrêmement fiers, engagés, le fait d'apporter des solutions à la métropole, et quand vous faites les doubles écoutes, c'est incroyable. Merci. Antoine Saint-Orient, 30 secondes. Oui, simplement pour dire qu'au niveau de la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, comme j'ai pu le dire, on souhaite être très actif dans les territoires, on va dire, qui ont le plus de problématiques sociales, d'adaptation au changement climatique, et on l'aide très fortement dans les départements et territoires d'outre-mer. J'étais justement à Mayotte et à La Réunion il y a moins d'un mois, et on apporte des financements, notamment suite au cyclone Chido à Mayotte, et en soutien de grandes infrastructures à La Réunion, eau, routes,
énergie via chaleur avec à base de déchets, des financements qui sont par habitant nettement supérieurs à la métropole. Donc il y a vraiment une volonté d'agir pour pouvoir compenser l'écart qui est historique, l'écart de revenus par habitant et de développement des territoires au niveau des territoires d'outre-mer. Merci. Une nouvelle question ? Oui, et on se posait aussi la question comment anticiper les besoins futurs des territoires pour éviter en fait que les fractures déjà actuelles, que ce soit au niveau social, géographique, numérique, ne se creusent encore plus. Voilà, et on voulait s'adresser aussi un peu à vous tous, savoir votre avis. Alors, qui est-ce qui veut commencer à répondre sur cette anticipation des besoins territoriaux pour éviter les très fractures ? rapidement, en quelques minutes, on a un effet ciseau classique avec une demande de soins qui augmente et qui va augmenter massivement dans les 15 ans qui viennent. C'est juste la projection de la démographie française, en termes de cas de grand âge et de soins du grand âge. Et puis une courbe des soignants qui baisse du fait des politiques public, on va dire, de quotas des années précédentes. Donc le temps pour rattraper l'effet quota n'est pas le même que la courbe démographique qui augmente. Donc on a un déficit chronique des besoins de soignants, toutes catégories confondues, du médecin spécialiste jusqu'à l'aide-soignant diplômé d'État, en passant par l'infirmière. Et donc la solution, elle va prendre du temps. Il ne faut pas se mentir. Il faut qu'on rétablisse des filières de formation suffisamment puissantes et nombreuses pour remplir les besoins. Et deuxièmement, il faut que les entreprises, comme la nôtre, fassent aussi leur part du chemin, c'est-à-dire qu'on promeuve la formation professionnelle, la promotion professionnelle à l'intérieur pour qu'on puisse passer d'ASH, donc agent de service hospitalier, à aide-soignante, d'aide-soignante à infirmière, par des parcours que nous construisons et qu'on construit d'ailleurs avec la puissance publique. Donc voilà 2 réponses concrètes pour essayer de faire face la vague qui arrive devant nous. Antoine Saint-Oyan, la solution, c'est aussi France 2030 à condition que les budgets soient maintenus ? Il n'y a pas que France 2030. Je pense qu'il faut, on l'a dit plusieurs fois là ce matin, toutes les solutions ne vont pas venir de l'État par des financements de l'État. Ça peut venir aussi justement des territoires en lien avec les collectivités et en lien avec des acteurs, alors effectivement comme la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Sur la problématique de la santé et du grand âge, vous avez mentionné que c'était le premier sujet, ou en tout cas ça fait généralement partie du top 3 des sujets de préoccupation des Français. Nous, au niveau de la Banque des territoires, on a lancé un grand plan au Salon des maires cette semaine pour venir soutenir dans les territoires l'offre de soins, d'une part, à la fois hôpitaux, cliniques. On a annoncé notamment une nouvelle clinique à Périgueux, particulièrement exemplaire, maintien à domicile, aide au maintien à domicile et offre de soins à domicile, soutien à l'hébergement des personnes âgées, et ça c'est absolument majeur, et je partage totalement ce qui a été dit, c'est vraiment le sujet qu'il faut anticiper parce qu'il est totalement anticipable. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des moyens très importants. On est on va dire, investisseur, un premier actionnaire, on va dire, de Emeis, ex-Orpea. Quand Orpea a fait faillite, la question c'était est-ce que ce groupe, on va dire, meurt avec ses 100 000 places, ou est-ce qu'on essaye justement de le rétablir pour garder des capacités pour demain accueillir les personnes qui seront dépendantes. Et c'est le choix qu'on a fait tout en modifiant les pratiques de ce groupe-là. Et anticiper ces besoins, c'est parce qu'on voulait anticiper les besoins qu'on a fait ce choix au niveau du groupe Caisse des dépôts. On poursuit les éléments de réponse. Thierry Mallet, Fabienne Rouchy. Dans le domaine de la mobilité, au moins il faut déjà partager le constat de la situation. Parce qu'avant de s'occuper du futur, occupons-nous du présent. Et je pense qu'aujourd'hui, le constat, il est sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent? Parce qu'en matière de transition écologique, on ne s'en sortira pas avec une France à 2 vitesses. On ne fera rien avec une France à 2 vitesses. Et donc, il est indispensable de commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont dépendants de la voiture pour se déplacer. On voit bien qu'on a trouvé des solutions qui ne sont pas des solutions. Je pense aujourd'hui en France, on dit « Ah ben on n'a qu'à faire la gratuité des transports publics, comme ça il y aura plus de gens dans les transports publics ». À un moment donné, on a besoin... On voit bien, les gens prennent les transports publics, non pas parce que c'est pas cher. C'est d'ailleurs, ça montre le côté un peu étrange des sondages. Si vous demandez aux Français si c'est trop cher le transport public, ils vous répondent oui à 50%. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'aujourd'hui, les transports publics, c'est 7 fois moins cher que la voiture. Et en réalité, si vous leur posez la bonne question qui consiste à leur demander « Est-ce que vous ne prenez pas les transports publics parce que c'est trop cher ?», vous êtes à moins de 11%. Donc en fait, il faut être très prudent dans les questions qu'on pose, parce que si vous demandez si c'est trop cher, vous avez toujours la réponse « oui ».
Si vous demandez pourquoi les gens ne les prennent pas, et aujourd'hui on voit bien que la solution c'est plutôt d'utiliser le levier des tarifs, de faire plus d'offres, de protéger les gens les plus modestes avec de la gratuité mais très ciblée, plutôt que de la faire générale. Parce que la gratuité générale, ça n'amène pas, parce qu'en réalité, ce qu'on a besoin, c'est d'offres. On l'a bien vu tout à l'heure pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est effectivement d'augmenter l'offre, de répondre aux besoins, d'être sur les priorités, donc de décider ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Pour moi, la priorité, c'est clairement la fracture sociale, plutôt que des gros projets d'infrastructure qui aujourd'hui ne vont favoriser que une toute partie de la population, alors qu'on a aujourd'hui une vraie partie de la population qui est en souffrance et pour laquelle il faut répondre. Et c'est ça, c'est remettre des priorités, partir du diagnostic. Et c'est un travail de fond, travailler à la bonne échelle, et c'est ça qui permettra d'éviter que ça s'aggrave. Peut-être moins visible que des grands projets, mais effectivement plus impactant, si je vous suis. Fabienne Rouchy. Alors le CESE, ce qu'il préconise, c'est une véritable politique d'égalité républicaine et qui permette d'anticiper justement. Et anticiper, c'est essayer d'élaborer des stratégies collectivement, le plus partagées possible par l'ensemble des acteurs. Et tout ça dans un temps long, avec une vision à moyen long terme, parce que, par exemple, on parlait d'industrie tout à l'heure. L'industrie, c'est le temps long, parce qu'il faut des investissements, il faut, voilà, c'est très très long à mettre en place, c'est très très long à faire tourner, voilà, à ce qu'elle puisse produire suffisamment autant qu'attendu, etc., etc. Le temps politique et le temps électoral, c'est pas le temps long. Donc, nous, vraiment au CESE, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réfléchir collectivement avec tous les acteurs. Et il faut vraiment élaborer une vraie stratégie qui soit coordonnée, partagée par tous. Sinon, les changements de pied, c'est compliqué. Arnaud Muret, même format de réponse. Merci Fabienne Rouchy. Je vais tenter d'être très court, mais je vais donner deux éléments selon moi. Il ne faut pas tenter, il faut réussir. Non. Deux éléments en fait. La première, c'est pour vous dire en quoi on peut avoir confiance dans l'avenir. Typiquement, tout à l'heure, ça a été évoqué par Monsieur de Saint-Oyen, le Penly, la centrale nucléaire, qui va se développer, qui va faire un appel d'air de dizaines de milliers de salariés. Et le problème, vous voyez, c'est que tout à l'heure, sous forme de boutade, j'ai dit ces cerveaux ont un estomac. Ces milliers de personnes qui arrivent, il va falloir les nourrir. Et le préfet de région, il y a maintenant quelques années de ça, des opérateurs comme nous ont dit demain il va falloir des boulangers, il n'y a pas assez de boulangeries, il faut de la main-d'œuvre dans les boulangeries. Et on a financé sous forme d'investissement auprès des CFA de nouveaux plateaux techniques pour commencer à former des futurs boulangers pour que demain, lorsque toutes ces populations vont arriver, il y aura de quoi les nourrir. Donc ça veut dire que la puissance publique, sur des temps longs, arrive à organiser, si vous voulez, ces grands changements. Et puis, de façon beaucoup plus aussi, il y a notre monde à inventer à un horizon de 4-5 ans, pour une raison, M. Malel l'a évoqué en disant, là, nous, dans notre secteur, c'est 100 000 emplois là, qui vont arriver. Ça a été évoqué à travers vous, ces changements dans la santé. Sur le secteur de l'artisanat, on dit qu'il y a un besoin de plus de 350 000 besoins d'emploi. Donc, c'est la transformation démographique qui est à l'œuvre. Il y a des changements qui arrivent. Il va falloir donc répondre à tout ça. Donc ça veut dire que ça fait des formidables appels d'air et c'est l'occasion aussi de se réinventer dans ce contexte. Ça veut dire que là, ça y est, le champ des possibles se réouvre et on peut recréer d'autres conditions avec des solutions qui ont été évoquées. Ouais, merci beaucoup. Et c'est en fait un peu la GPEC de la Nation et la GPEC territoriale, toujours un peu inatteignable quand même, cette GPEC territoriale. Merci beaucoup à toutes les deux, Apolline et Amine. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle un souhait d'intervention? Oui, tout à fait. 2 personnes qui lèvent la main. Alors, on va vous tendre un micro. Allez, on commence par vous, madame. Bonjour. Bonjour, je souhaite implanter ma start-up dans un territoire qui s'appelle l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, j'avais une question pour Monsieur Muret, parce que du coup, avec lui, on a traversé toute la France, sauf ce territoire-là. Et je voulais aussi faire intervenir Madame Rouchy parce que effectivement, nous, côté Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME, le MEDEF travaillent de concert avec la CSE pour améliorer le territoire. Avec le Césaire, en fait. Et je suis agréablement surpris que c'est une femme qui mène cette antenne-là. Donc, je voulais déjà féliciter votre positionnement vis-à-vis du développement sur nos territoires. Donc, du coup, la question est bien pour Monsieur Muret. Donc, je voulais savoir comment on peut s'implanter en étant une entreprise from scratch
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que moi, mon projet, il est connu même à Amiens, donc j'ai énormément du mal à courir ce territoire-là, or que j'habite à Lyon même. Qu'est-ce que c'est votre projet en 2 mots par rapport à... Parce qu'Arnaud Muré, il couvre un périmètre. Il s'agit en fait d'une entreprise qui va aider les femmes à sortir de la violence économique. Et donc, c'est une start-up tech dans la RSE. Arnaud Muré, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à apporter à notre contributrice? Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments, mais le propre d'une start-up, c'est qu'elle se lance. Et au début, déjà par rapport à la région Aura, en termes de dynamisme entrepreneurial, il y a une singularité dans cette région. C'est un peu comme un autre département qui est celui de la Vendée, où en fait on trouve énormément d'entreprises à capitaux familiaux qui font qu'il y a un attachement au territoire qui est extrêmement fort. Et ça reste encore une région où il y a des grosses ETI. Tout à l'heure, tu as évoqué qu'il n'y avait pas trop d'ETI, mais je vais y venir, je vais faire le lien tout de suite. Mais les acteurs qui peuvent être compétents sur un projet comme celui-là, c'est quoi? C'est plutôt des chambres consulaires? C'est plutôt les réseaux consulaires? Sont plutôt des acteurs avant même d'avoir recours finalement à un opérateur de compétences qui est plus sur les enjeux emploi-formation? En fait, il faudrait qu'on se parle en dehors, parce que c'est ce que vous allez le faire, niveau de maturité du projet, parce que selon où vous en êtes dans la constitution de votre entreprise, ça va être la CCI qui va être extrêmement bien adaptée pour apporter à la fois du conseil, du réseau pour se développer, et y compris peut-être d'aiguiller vers les sources de financement, si toutefois il y a un besoin de financement pour ces sujets. Ensuite, ça peut être typiquement l'OPCO de référence à votre entreprise, mais ça, il faut regarder le numéro de SIRET, c'est pour ça que je rentre dans le détail de l'entreprise, pour trouver des ressources et des compétences qui vous accompagnent dans le développement. C'est pour ça que c'est très Merci pointu. pour ces éléments de réponse qui font appel à la connaissance aussi de l'écosystème. Deuxième intervention, madame, bonjour. Bonjour, Constance de Neuville. Merci beaucoup pour cette excellente table ronde. Ma première question, c'est où sont les lavoirs, les puits, les agoras qui permettent, donc très locaux, qui permettent non pas de se croiser, mais de se rencontrer et voire de faire ensemble. Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous utilisez, comment est-ce que vous permettez la relation? Donc par exemple, Monsieur Saint-Oyen, est-ce que vous avez des critères relationnels autour de la relation qui derrière vos investissements et derrière vos prêts? Et Monsieur Boyer, comment est-ce que vous favorisez cette relation? Vous êtes évidemment, vos collaborateurs sont des métiers de la relation. Comment est-ce que vous la favorisez à travers votre organisation, le pilotage, les process, les normes, voilà. Alors, Merci. 3 petits éléments de réponse. Antoine Saint-Oyen. Alors sur favoriser la relation, effectivement, je vais insister sur nous au niveau de la Banque des Territoires, lorsqu'on souhaite être très actif et dynamique sur une politique publique, on crée un programme dans le cadre duquel, en fait, les collectivités peuvent adhérer à ce programme, et dès lors qu'elles adhèrent, elles peuvent avoir accès à des subventions pour de l'ingénierie, pour préparer leur programme, demain à des financements. Et un peu la contrepartie, en quelque sorte, c'est que par cette adhésion au programme, elles acceptent de partager ce qu'elles font, de témoigner de la réalité de leurs difficultés, de participer à des événements qu'on organise dans les territoires. Et donc, par rapport à la question que vous évoquez, on organise très régulièrement des événements. Par exemple, début décembre, là, on va organiser la rencontre justement des villes Action Cœur de Ville à Chambéry sur 2 jours. On va avoir plus de 200 villes qui seront présentes au niveau des élus ou au niveau de leurs services. Et l'objectif, c'est d'avoir à cette occasion-là une trentaine de témoignages qui vont être mis en évidence sur leur succès. Oui, et donc, par cette adhésion à ces programmes. C'est la création de communautés que vous évoquiez. Exactement, tout à l'heure. des communautés. On en a comme ça une douzaine. Et par ce biais-là, il y a énormément de liens qui se créent et qui permettent de démultiplier, comme vous l'évoquiez, les projets.
Rémi Boyer. Très rapidement, il y a deux façons d'organiser ce que vous dites, en interne et en externe. En externe, c'est faire vivre l'établissement dans son village, dans sa ville, créer des événements. Je vous invite à aller voir les sites Facebook de nos EHPAD. Vous verrez, c'est parfois assez étonnant le nombre d'événements qu'il y a, de fêtes toute l'année. Et ça dépend beaucoup du manager, de la directrice, du directeur de site, hein, et de son insertion dans l'écosystème autour de lui. Ça, c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, la clé, c'est la communication entre les équipes. Hein. Un EHPAD ou une clinique, c'est plusieurs étages avec des niveaux de soins différents. Et ce qu'on appelle chez nous la transmission, enfin chez nous, dans tout le domaine médical, la transmission entre deux équipes, entre la nuit et le jour, entre le matin et l'après-midi, tous ces éléments de transmission des informations concernant le patient, le résident, sont fondamentaux. Et ça, c'est une garantie absolue de performance, d'efficacité d'un site. Là encore, tiré par le management. Si le management ne favorise pas cet espace et ces rituels de communication, en général, ça ne marche pas très bien. Merci beaucoup. On a un petit peu débordé, mais on va prendre une toute dernière question. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Merci à tous pour vos interventions. Question plutôt pour Monsieur Saintoyant. Aujourd'hui, le narratif pour les jeunes entrepreneurs, il est plutôt tourné autour de créer la prochaine licorne tech. Alors qu'on a un tissu économique local existant et beaucoup de boîtes à reprendre avec des dirigeants d'entreprise qui sont vieillissants. Qu'est-ce que met la Caisse en place pour favoriser ça, avec certainement des pivots à accompagner pour la transition écologique? Et un petit insert pour Monsieur Mallet. Est-ce que les données de votre étude sont disponibles en open data pour des jeunes pousses qui souhaiteraient favoriser le report modal? Alors, on va commencer par cette question-là, Thierry Mallet. GeoNexio, donc, les données sont disponibles? Elles sont pas disponibles en open data, mais si vous me contactez, on peut tout à fait vous donner accès, en fait. Bon, prise de contact juste après. Antoine Saintoyant. Alors, au niveau du groupe Caisse des dépôts, en fait, on a deux leviers. Le premier principal acteur, c'est BPI France. En fait, BPI France qui a tout un programme de soutien à la reprise d'entreprise. BPI France est assez connu, et vous avez raison, pour le soutien aux startups, aux licornes de demain, etc. Mais ils ont toute une partie de leur activité qui est vraiment l'aide à la reprise d'entreprise et l'aide à la création d'entreprises, mais d'entreprises y compris tout type d'entreprises qui n'ont rien à voir avec la tech et rien à voir avec de futures licornes, notamment dans les quartiers, mais pas seulement. Et puis par ailleurs, au niveau de la Banque des territoires, nous avons des actions justement territoriales sur tout ce qui est soutien au commerce, ouverture de restaurants, ouverture de commerce de proximité, grâce à des dispositifs de foncières de redynamisation commerciale ou avec aussi un partenariat avec les CCI, on peut accompagner les futurs exploitants des baux commerciaux qui seront détenus par ces foncières qui sont capitalisées par la Banque des territoires. Merci beaucoup. Et si vous avez encore des questions, peut-être que nos intervenants sont toujours disponibles pour vous. On est obligé de s'arrêter, il est 13h12. Merci beaucoup à nos 5 intervenants et merci au public. Merci à vous.